Bon, Madame Depper, Ayoub, tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Leila. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne fête. Oui, alhamdoulilah. Très bonne fête. شي مشكل اللهم حفظوا لهم لا صحتهم ولا نكونوا معاهم نمرضوهم. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, encore une fois, avec les lives qui se continuent, qui se poursuivent durant toute cette période de confinement. Et pour la troisième fois, avec notre éminente, notre icône en kinésithérapie, Madame Leila Fergougi Belkacem, qui va nous parler de l'une de ses spécialités. Depuis 30 ans, il pratique en milieu hospitalier la kinésithérapie respiratoire et notamment, il est très connu, il a laissé sa trace dans le service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Mère-Enfant et il a poursuivi sa carrière dans son cabinet qui est très connu sur l'Agdel et dans lequel aussi il pratique la kinésithérapie respiratoire et pédiatrique en général, qui est très connue pour ça. Et donc, on a le plaisir de vous accueillir, Madame Leila, aujourd'hui, parmi nous, encore une fois. Merci d'accorder cet honneur. À vous la parole. Merci Ismaël, merci pour cette présentation prestigieuse. Je n'aspire pas à tout ça. Moi, ce qui me fait le plus plaisir maintenant, c'est que vous avez pris la relève et que la formation, elle vient jusqu'à chez nous, dans nos domiciles. Et ça, c'est extraordinaire. Je crois que vous ne le trouverez nulle part ailleurs. C'est la générosité marocaine. La générosité marocaine vous suit partout. Vous الماء لا في القرايه ولكن في القرايه راه يحسن الواحد يوكل عقله ما يوكل كرشه. Le cerveau a plus besoin de manger que l'estomac. L'estomac, voilà. Elle nous met de la graisse partout et elle finit par nous tuer. Par contre, le cerveau, il nous permet de nous améliorer et de sortir du règne animal et d'être une véritable personne. Donc, là, nous allons commencer. On va parler un petit peu de la kiné respiratoire. Je vais essayer de vous donner le maximum de ce que j'ai appris durant ma profession. Sachez que les formations m'ont appris beaucoup de choses. Mais ceux qui m'ont appris le plus de choses, ce sont mes patients. C'est grâce à eux que j'ai appris. Et c'est grâce à eux que je vous transmets. Donc, essayez d'écouter vos patients. C'est très, très important de les écouter et de sentir ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Et surtout en kiné respiratoire, ce qui se passe au niveau de leurs poumons. Voilà, alors donc je commence et je ne vais pas passer sans rappeler que l'appareil respiratoire est formé de l'appareil pulmonaire et de l'appareil circulatoire qui permettent la ventilation. Et la ventilation pulmonaire met en jeu des voies aériennes, les fosses nasales, le pharynx, le larynx, la trachée artère, les bronches et les bronchioles. Et les deux poumons, bien sûr. Les voies respiratoires comprennent les fosses nasales et les sinus. Donc, très important de connaître, de savoir que la respiration commence par là. Parce que la première des choses à nettoyer, c'est ici, pour permettre à l'air de pénétrer. Donc, les fosses nasales, les sinus où stagnent la plupart des mucosités. Et quand le rhume commence, il commence par le nez. Et les mucosités stagnent dans les sinus. Le pharynx, le larynx, la trachée artère, les bronches et les bronchioles qui permettent des échanges de l'air au niveau du poumon. Je vais quand même, parce que le larynx, on n'en parle pas beaucoup. Je vais vous parler un petit peu du larynx et qu'est-ce qu'il fait et quel est son rôle dans notre corps. Alors le larynx, il assure 3 fonctions. Une fonction respiratoire, faisant partie intégrante des voies respiratoires. Un rôle dans la déglutition, il se ferme pour éviter les fausses routes. Et un rôle phonatoire. Il n'est pas vital, il est important dans la vie. Donc, et je
vais aussi vous parler des volumes respiratoires. Il est important, surtout si vous voulez prendre des malades qu'a exposé hier notre ami, collègue Younes, il faut connaître les volumes respiratoires. Comment ils se répartissent dans le poumon. Très important. Et surtout, si vous voulez améliorer votre façon de travailler, surtout avec les adultes, les volumes respiratoires sont importants. Et si vous voulez... Madame Leïla, oui. Je pense que vous avez un petit souci de connexion. Des fois, là, ça coupe. D'abord, il y a la 4C, de la fibre. D'accord. Alors, les volumes respiratoires sont très importants à connaître, surtout si vous voulez pousser dans la kiné respiratoire, si vous voulez prendre et la réhabilitation respiratoire et la kinésithérapie respiratoire de désencombrement. Et si vous voulez, par la suite, après avoir bien fait l'accélération du flux expiratoire, passer au drainage autogène, il vous faut connaître le volume respiratoire. Alors, dans le volume respiratoire, nous avons le volume pulmonaire total, il est égal à 6 litres. Dans ces 6 litres, nous allons trouver les réserves inspiratoires qui sont de 3 litres. Nous allons avoir le volume courant, celui que nous respirons. Il est de 0,5 litres. La réserve expiratoire, elle est de 1,5 litre. Et le volume résiduel, il est de 1 litre. Ce volume résiduel, il est important parce que c'est lui qui permet aux alvéoles de ne pas se collaber. Et c'est pour ça que chez les prématurés, on leur donne, à la naissance, ils ont le poumon collabé, on leur donne le surfactant pour ouvrir les parois. Donc, si vous comptabilisez le tout, ça vous fait une capacité vitale de 5 litres et un volume pulmonaire total de 6 litres. Donc, réserve inspiratoire, volume courant, réserve expiratoire, ça vous donne 5 litres, c'est la capacité vitale. Et le 1 litre résiduel, ça fait 6 litres et ça nous donne le volume total pulmonaire. Donc ça, c'est important à connaître si vous voulez pousser dans la réhabilitation respiratoire. On le fait avec la spirométrie et le volume résiduel et le volume et la réserve expiratoire est très importante dans le drainage autogène. Nous allons parler un petit peu du drainage autogène tout à l'heure, mais le drainage autogène sans la pratique ne peut pas être enseigné comme ça. Il faut une pratique, il faut le sentir. Je vais parler aussi des bruits pulmonaires. Les bruits pulmonaires normaux, ils sont le murmure vésiculaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il vous faut un stéthoscope pour écouter le volume, le murmure vésiculaire et le bruit broncho-vésiculaire. Et on écoute sur les deux faces, antérieure et postérieure du poumon à partir de le deuxième espace intercostal. Donc tout ça, vous allez le trouver dans la littérature et vous allez, à force de le faire, vous allez avoir, vous allez l'entendre juste à l'oreille sans avoir besoin de stéthoscope. Par contre, vous avez les bruits qui sont anormaux et vous avez les roncus, le roncus ou les ronquis, parce qu'en pluriel, le roncus, ça s'appelle les ronquis. Ce sont des râles sonores et des ronflements. Vous pouvez les appeler râles sonores, ronflements, ronquis, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Et prédominent à l'expiration. Quand ils sont mesurés, ils mesurent 200 Hz. Donc c'est des bruits qui sont anormaux et que vous devez avoir l'habitude d'écouter avec le stéthoscope. Vous avez les sibilants. Je pense que tous les kinés connaissent les sibilants, c'est des sifflements. C'est des sifflements, ils ont une tonalité aiguë et si vous les mesurez, ils sont de 400 Hz. Et très souvent, ils prédominent à l'expiration. Et vous devez savoir, on va voir plus tard, pourquoi vous devez connaître les sibilants et ces sibilants, on
va voir tout à l'heure, quand je vais vous expliquer, qu'il y a deux sortes de similants. Il y a des similants qui vous permettent de faire la kiné respiratoire. Il y a des similants qui nous interdisent de faire la kiné respiratoire. Et vous avez les crépitants fins, ils sont de haute tonalité, ils sont très brefs et ils sont audibles en fin d'inspiration. Et les crépitants fins, même si le malade tousse, ils ne disparaissent pas. Donc, vous pouvez faire la différence entre les crépitants forts et les ronquis et les crépitants fins. Les ronquis, quand le patient tousse, ils disparaissent, on ne les entend plus. Par contre, les crépitants fins, même si le malade tousse, on ne les entend pas. Ça prouve qu'il y a, et tout ça, ça a une explication. Ça prouve que les sécrétions sont très lointaines. Et que le malade, il a beau tousser, il tousse tout ce qui est dans la trachée. Et s'il tousse, il ne va pas les sortir. Et cela, il faut aller les chercher le plus loin possible. Les crépitants rudes, c'est des sons qui sont forts, de basse tonalité, ils sont plus longs. Ils sont audibles surtout lors de l'inspiration et en début d'expiration. C'est des sécrétions qui sont hautes, plus ou moins hautes. Quand on expire et quand on inspire, on va les entendre. Ils bougent. Et ils peuvent diminuer, voire disparaître quand le patient tousse. Donc, cela, c'est une indication à la kiné respiratoire. Quand vous avez des crépitants rudes, vous êtes sûr que c'est pour vous, c'est votre malade. Même les crépitants fins, c'est des patients avec lesquels vous devez travailler longtemps, avant qu'ils arrivent, avant qu'ils ne deviennent des crépitants rudes. Les crépitants fins peuvent remonter dans le long du poumon jusqu'à arriver à un certain niveau et ils deviennent des crépitants rudes. Alors le frottement pleural, j'en passe, c'est pas important pour vous. Bon, alors j'ai vu un petit peu tous les exposés, tous les cours qui ont été faits en live, et tous, et sans exception, insistent sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Vous ne vous fiez pas seulement à l'ordonnance. Vous devez examiner votre patient. Vous devez faire votre interrogatoire et examiner votre patient. Alors, l'interrogatoire, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Il va vous apporter les renseignements à propos de la survenue de la maladie. Quand la maladie est arrivée, est-ce qu'elle est ancienne? Est-ce qu'elle est récente? Est-ce que le patient vient d'avoir sa maladie la veille? Ou est-ce qu'il a traîné pendant 2-3 jours, ou pendant une semaine, ou pendant un mois? Donc tout ça, c'est important pour vous. Et il va vous renseigner aussi sur combien de fois le malade a fait dans l'année cette maladie. Est-ce qu'il a des antécédents asthmatiques? Est-ce qu'il a toujours des encombrements bronchiques? Vous allez voir son état. Comment il se présente, et est-ce qu'il est dans un milieu de fumeurs, est-ce qu'il est dans un milieu où il y a de la pollution, tout ça est très important. Donc l'interrogatoire est une étape importante. Avec l'examen clinique, il permet d'établir un diagnostic. Donc sachez que vous avez le malade avec son diagnostic. Il arrive avec son ordonnance et son diagnostic. Mais vous êtes dans l'obligation de faire votre diagnostic kinésithérapique et nous nous battrons pour le diagnostic kinésithérapique, pour qu'il rentre dans notre loi. Parce que nous avons un diagnostic kinésithérapique qui est différent du diagnostic médical. Le diagnostic médical, il nous donne le nom de la pathologie qu'a le malade. Mais nous, on fait un diagnostic kinésithérapique pour établir notre plan de traitement avec le diagnostic médical. Donc, avec l'examen clinique, vous allez faire votre plan de traitement, votre plan de travail. Vous allez d'abord établir votre diagnostic thérapeutique et puis vous allez faire qu'est-ce qu'il faut faire. Quand le malade vient chez vous, il rentre, il franchit la porte de votre cabinet ou l'hôpital. Même à l'hôpital, il faut avoir tout ça.
il faut demander d'abord la prescription médicale. C'est très important. Ça vous protège, la prescription médicale. Ne prenez jamais une kiné respiratoire ou n'importe quelle maladie parce que vous êtes dans l'obligation d'avoir une ordonnance. Vous demandez l'ordonnance du médecin. Et cette ordonnance, elle aussi, elle va vous renseigner sur beaucoup de choses. Le traitement qu'a le patient avec la durée de la maladie, elle va vous renseigner sur beaucoup de choses. Vous allez bien sûr demander l'ordonnance, vous allez voir le traitement prescrit. Et bien sûr, dans l'anamnèse, vous avez fait l'histoire de la maladie. Et surtout, vous allez demander si le malade est hospitalisé, s'il a été nébulisé, s'il a été hospitalisé en réanimation ou dans un service d'infectiologie. Donc tout ça, c'est des renseignements qui sont très riches et qui enrichissent votre dossier et votre façon de faire. Alors, je reviens à l'ordonnance. Quand le médecin vous envoie le patient avec une ordonnance, en général, ce qui se passe, en tous les cas, à peu près à Rabat, c'est que le médecin il vous envoie le patient, il met son traitement et avec le traitement, il met kinésithérapie respiratoire pour des encombrements bronchiques, pour l'encombrement thoraco-bronchique, kiné respiratoire ou bronchiolite, kinésithérapie respiratoire. Donc, vous allez trouver un traitement. Les traitements en général, dans les épidémies de bronchoalvéolite, chez les nourrissons, vous avez une corticothérapie, un bronchodilatateur et un antibiotique entre parenthèses. L'antibiotique entre parenthèses, les médecins à Rabat, quand ils nous envoient le malade avec antibiotique entre parenthèses, ça veut dire beaucoup de choses pour nous. Ça veut dire que nous, on va devoir voir la couleur des sécrétions. Et si on sort plusieurs sécrétions mucopurulentes, il faut dire au patient de prendre son traitement antibiothérapie. Si le malade arrive avec son ordonnance et il y a une corticothérapie et un bronchodilatateur, ça veut dire que le malade, il est en début de maladie, que son poumon est inflammé. Et hier, j'avais posé la question à M. Younes. Je lui ai dit, pour qu'il nous explique ce que c'est qu'un poumon non compliant. En général, je vais recommencer. Donc, quand vous recevez votre patient, vous le recevez avec une ordonnance. Il faut faire très très attention à ne pas prendre un malade pour kiné respiratoire sans ordonnance, parce qu'il pourrait être cardiaque et vous faire un malaise sur la table, parce qu'il pourrait être asthmatique et en pleine crise. Et si vous faites si vous lui faites la kiné respiratoire des encombrements, vous risquez de le mettre en état de mal asthmatique. Donc, l'ordonnance vous protège. Le médecin vous a envoyé le malade, donc vous êtes protégé. Mais cela n'empêche pas d'examiner votre patient pour savoir si vous pouvez lui faire la séance ou pas. Alors, la prescription, elle va vous renseigner sur quoi? La prescription médicale, il y a une corticothérapie, il y a un bronchodilatateur. Donc, le malade, il a un poumon qui est inflammé. Et une antibiothérapie, entre parenthèses, que le médecin vous laisse le droit de lui dire il faut prendre l'antibiotique ou pas. Donc, si il y a une corticothérapie, un bronchodilatateur, et que le malade vient d'avoir sa maladie la veille ou 2 jours, il ne faut pas lui faire la séance. Il faut le renvoyer, il faut qu'il ait pris au moins 3 petits jours de corticothérapie, le temps de libérer. Smaïl la connexion. Donc, j'ai dit que l'ordonnance, elle est très importante pour les kinés. Elle les protège. Et d'ailleurs, c'est dans la loi que le kiné ne peut pas travailler sans ordonnance. On va se battre pour que ce sera sans, mais en tous les cas, sachez que ça vous protège, surtout dans certaines pathologies. Pour la kiné respiratoire, il faut toujours avoir l'ordonnance, parce qu'il se peut que votre patient soit cardiaque. Vous démarrez la kiné respiratoire et il vous fait un problème sur la table. Vous ne pouvez pas vous n'avez pas les moyens pour
pour le réanimer et vous le prendre dans la voiture, l'emmener à l'hôpital. Mais en tous les cas, ça va être votre faute si vous avez travaillé avec un cardiaque sans ordonnance. Et pour les IMC aussi, quand ils ont besoin de kiné respiratoire, il faut absolument que vous ayez une ordonnance parce que ils font des fausses routes rien qu'avec leur salle. Donc l'ordonnance, elle est importante. Et puis, elle est d'autant plus importante qu'elle vous renseigne sur le traitement. Et le traitement vous renseigne sur l'état du patient. Quand vous voyez que le malade a une ordonnance avec corticothérapie plus bronchodilatateur, ben vous savez que le malade, il a un poumon qui est inflammé, qui a des bronches qui sont rétrécies. Et il faut demander aux parents depuis quand il est malade. Si vous dites, là, ça fait déjà une semaine qu'il est malade, là, vous pouvez commencer la séance. Si vous dites, il est tombé juste la veille malade, ça veut dire que son poumon est très inflammé. Vous ne pouvez pas faire de respiratoire sur un poumon inflammé. Et d'ailleurs, j'ai fait exprès hier de demander à Sionus, c'est quoi, de nous expliquer que c'est un poumon non compliant. Et un poumon tellement inflammé est un poumon qui n'est pas compliant. Il ne laisse pas rentrer de l'air. Donc vous ne pouvez pas travailler sur un poumon qui piège l'air et c'est comme un ballon que vous gonflez, vous fermez le bout et vous essayez de désenfler, impossible de désenfler, à moins de ne l'éclater. Et quand vous avez l'histoire de la maladie, vous savez si le patient a fait déjà des périodes de bronchoalvéolite, 1, 2 ou 3 fois, combien il en a fait dans l'année. Vous allez être renseigné aussi sur l'hospitalisation, s'il a été hospitalisé, et s'il a été hospitalisé dans un service de médecine ou dans un service de réanimation, et vous allez savoir s'il a été nébulisé ou pas. Donc tout ça, c'est des renseignements qui vont enrichir votre façon de travailler avec le malade. Donc dans votre cabinet, vous devez avoir un stéthoscope, un saturomètre, et je répéterai ce qu'ils disent pour le Covid, puisque nous, on le faisait même avant le Covid, nous avions notre matériel, parce que nous considérions tout patient qui a un poumon malade est un patient qui est contagieux, un patient qui tousse, qui sort des postillons et qui est malade parce que c'est pour ça qu'il tousse. Donc nous le considérons comme contagieux jusqu'à preuve du contraire. Et nous protégeons et on le protège. Donc vous devez avoir des masques, du gel hydroalcoolique, votre blouse bien sûr, et le saturomètre vous permet de voir la saturation du patient. Et si on nous a expliqué très bien hier, c'était donc vous devez comprendre un malade qui a une saturation inférieure à 90% n'est pas pour vous, il est pour l'hospitalisation et pour les médecins, il n'est pas pour le kinésithérapeute. Vous devez avoir le stéthoscope, vous sculptez, vous voyez s'il y a des ranquilles, des crépitants fins, des crépitants forts, où ils siègent, dans quelle localisation, est-ce qu'ils sont dans un seul poumon, est-ce qu'ils sont dans les deux poumons, est-ce qu'ils sont dans le lobe supérieur, le lobe inférieur, et vous déterminez tout ça tout en auscultant votre malade. Vous faites un petit résumé sur votre patient. Après, vous déshabillez le malade et vous regardez. Il y a des signes de gravité. Ça, c'est important de les connaître, les signes de gravité. C'est l'état de conscience du patient. Aussi, il y a qu'un srfen dans la matrice. Alors, srfen, il y a deux choses pour srfen. L'état de conscience. Anna, j'ai vu des kinésithérapeutes qui demandent aux malades de ne pas manger la veille. Mais il y a كلش من الليل يجي عندهم صايم ما ياكلش كلا والو. ملي كيجي كيتسنى ساعة ولا ساعتين في الكابيني ماشي سورتو في لوبيتال لأن تكون عندهم اون غروند شارج دو باسيون. كيجي المريض ما واكلش من لا فاي كيتسنى النوبة ديالو
ما كيجي يوصل عندكم كيدير اون هيبوغليسيمي ياك. هذيك الهيبوغليسيمي كتعطيه ان ايتا دو كونسيونس كيكون داير سخفان. وقعت لي انا وقعت لي جا عندي المريض حطيته فوق الطابله ما عطاوش ياكل من الليل بقى جا حتى ديك العشرة 10 ونص. Je l'ai mis sur la table, j'ai trouvé qu'il était pâle et qu'il était presque évanoui. Je l'ai pris, Dieu merci, j'étais dans l'hôpital, j'étais pas dans le cabinet parce que si j'étais dans le cabinet, ça aurait été une autre histoire. Il aurait fallu que je le prenne en voiture, que je l'emmène à l'hôpital. Donc, mais ça m'a permis d'apprendre aussi. Je l'ai pris, je l'ai emmené aux urgences médicales chez le médecin. Et j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, il est venu pour kiné respiratoire. Et là, il est presque évanoui. Il m'a dit, attends, il lui a demandé s'il n'a pas mangé, il a demandé il n'a pas mangé. C'était un enfant de presque 3 ans. Il n'a pas mangé de la veille, et donc il n'a pas mangé toute la matinée. Et là, on est 11 heures, il n'a rien mangé. Il m'a dit, attends, il lui a donné du glucosé, le sérum glucosé. Il a bu la bouteille de sérum glucosé et il était très bien. Il a repris ses esprits et tout. Donc, faites attention parce que pour la séance de kiné respiratoire, surtout chez le nourrisson et le petit enfant, il faut juste 2 heures à jeun. 2 heures. Maximum 3 heures. Pas la veille. Il ne va pas se faire opérer, pas la veille. Et même pour les opérations, et à partir de 3 heures du matin, ils doivent arrêter de leur donner à manger. Donc les signes de gravité, je reviens aux signes de gravité, en dehors de ma petite histoire que je vous ai racontée, il y a l'état de conscience, il y a l'agitation. Un enfant qui est mal, il est agité, il bouge. Il y a la cyanose aussi, il y a l'irrégularité du rythme respiratoire. Et pour mesurer le rythme respiratoire chez un nourrisson et un petit enfant, je pense que ça va partir, ça tourne autour de ta tête. Oui. C'est la même chose. En tout cas, dès qu'il n'y a pas de réclamation dans les commentaires, ça veut dire qu'ils sont en train d'écouter, d'entendre. Donc, c'est très bien. Très bien. Donc, on a dit les signes de gravité, vous les notez, c'est l'état de conscience, l'agitation, la cyanose, l'irrégularité du rythme respiratoire. Le rythme respiratoire et le pouls, la fréquence cardiaque sont mesurés chez le nourrisson et le petit enfant sur 1 minute, pas sur un quart de minute. Vous ne multipliez pas par 4, pas comme chez l'adulte. L'adulte, on prend le pouls pendant un quart de minute et on multiplie par 4. Chez l'enfant et le nourrisson, on prend le cycle sur toute la minute. Très bien. Madame, j'ai 3 questions pour vous. Oui, d'accord. D'accord, ça me permet de me reposer. Oui. Première question. Voilà. Première question, quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour éviter les problèmes durant la séance de kiné respiratoire? Les mesures qu'il faut prendre pour éviter tout problème dans une séance de kiné respiratoire avec un bébé. C'est ce que je suis en train de leur dire, c'est d'écouter le poumon et d'avoir d'abord l'ordonnance, de savoir si la maladie est toute récente, elle date de la veille, d'écouter les 6 bilans, de faire un bon examen clinique, écouter les 6 bilans, voir l'état de l'enfant, comment il est-ce qu'il est cyanosé, est-ce qu'il est EDA, et mesurer la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et la saturation. Si le patient vient d'avoir sa maladie la veille, il a un poumon inflammé, donc on ne le touche pas. Il est en pleine crise d'asthme, on ne le touche pas. Parce que c'est quoi la définition de l'asthme? C'est le bronchospasme expiratoire. C'est un bronchospasme expiratoire. Et si vous faites de l'accélération du flux expiratoire sur un poumon qui est en bronchospasme expiratoire, vous allez l'emmener en réanimation avec
état de mal asthmatique. Les mesures à prendre. Et je vais parler des signes de lutte. Les signes de lutte, il faut les connaître aussi. Je vais parler des signes de lutte pour éviter de faire la séance. Et il faut connaître les signes de lutte. C'est quoi les signes de lutte? Le tirage intercostal, c'est le battement des ailes du nez, c'est le balancement thoraco-abdominal. Tout ça, il faut éviter. C'est l'appendice xiphoïde qui rentre et une respiration en entonnoir. Donc tout ça, c'est des signes de lutte. Le malade, il lutte pour respirer. Il ne faut pas lui faire de séance de kiné respiratoire. Donc tout ça, éviter. Si on trouve une saturation inférieure à 90%, si on a des signes de lutte, si on a des sibilants, si on a une crise d'asthme, on ne touche pas le malade. Il faut savoir que dans la crise d'asthme, au début, le poumon est sec, il n'y a rien. Et la maladie, elle est en plein essor. Dès que le malade commence à tousser gras, ça veut dire qu'il est en phase de guérison. Et là, on peut l'aider, s'il n'y a plus de sibilants. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très clair, madame, et très complet, merci. La deuxième question, combien de temps faut-il attendre entre le traitement médical, ça veut dire si le patient, le petit bébé est malade, il est sous traitement médical, combien faut-il attendre entre le traitement médical et le début des séances de kinésithérapie respiratoire? Alors, c'est pour ça que l'interrogatoire est très important. Donc, si le malade vient d'avoir sa maladie et il est tombé malade ce matin, il est allé chez le médecin ce matin et il vient chez vous ce matin avec les séances de kiné respiratoire, mercredi. Là, alors, si le malade a contracté sa maladie aujourd'hui, s'il a été voir le médecin aujourd'hui, et s'il est sorti de chez le médecin avec une ordonnance de kiné respiratoire aujourd'hui, et qu'il vienne chez vous, et que vous trouvez qu'il a un tirage, qu'il a un poumon inflammé, au moins, vous allez essayer d'amener le poumon en expiration. Si le poumon ne vous suit pas, vous amenez le poumon en expiration. S'il ne vous suit pas, il faut lui laisser 2 ou 3 jours le temps que la corticothérapie fasse son effet et libère le poumon de l'inflammation. Vous ne pouvez agir sur un poumon de nourrisson, de bébé ou d'adulte que si l'inflammation est basse. S'il n'y a plus d'inflammation. Parce que l'inflammation, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, vous imaginez que ça, c'est la branche, et l'inflammation, elle épaissit la branche. L'inflammation épaissit la branche, et l'air, il sort en sifflant. C'est pour ça que les sibilants sont un signe important d'inflammation du poumon. C'est bon? Merci. Merci, Mme Leila, très clair. Troisième question. Oui. Comment vous expliquez que le kinésithérapeute, est-ce qu'il peut arrêter l'antibiotique pour un patient, pour un petit bébé, et pourquoi? Alors, je n'ai jamais dit qu'il faut qu'il arrête l'antibiotique. L'antibiotique, ça dépend des médecins avec qui, le médecin avec qui vous travaillez, qui vous envoie des patients. Le médecin qui vous envoie le patient, il va vous dire, oula, moi ce que je fais en général quand j'ai un patient qui vient avec une ordonnance, une corticothérapie et un bronchodilatateur, et que je fais ma séance, que je trouve des sécrétions mucopurulentes du pus qui sort, si je sors au moins 5 sécrétions verdâtres, mucopurulentes, j'appelle le médecin, je lui dis, Daïman, ça je le répète et je le dirai tout le temps, bonjour docteur, merci pour votre confiance, j'ai reçu votre patient, je lui ai fait sa séance, j'ai sorti plusieurs
sécrétion mucopurulente. Est-ce que je vous le réadresse pour que vous lui prescriviez des antibiotiques? Il me dit, en général, il me dit, mettez sur l'ordonnance tel antibiotique 2 fois par jour. Et s'il y a un antibiotique, et s'il a prescrit un antibiotique, il le met entre parenthèses et il leur dit, vous voyez avec le kiné, si les sécrétions sont mucopurulentes, et elle va vous dire de prendre l'antibiotique. Et donc, soit il me donne la balle dans mon camp, soit moi je la lui remets pour qu'il réintègre l'antibiotique dans son ordonnance. Mais je n'arrête jamais là. Moi, je n'arrête pas l'antibiotique. Surtout si un enfant a commencé son antibiothérapie, il faut qu'il fasse ses 8 jours. S'il a déjà commencé, il est indispensable qu'il fasse ses 8 jours. Il ne faut pas l'arrêter à 3 jours ou à 4 jours. Sauf bien sûr le Zitromax qui se prend en 3 jours, mais s'il a pris un augmentin, je ne sais pas quel antibiotique. Protégé ou non protégé par... Il doit la prendre sur 8 jours. Il ne faut pas s'arrêter à arrêter. On peut développer une résistance par la... Exactement. Il ne faut jamais prendre l'initiative de dire aux parents arrêtez l'antibiotique, pourquoi vous l'avez pris. Non, il a commencé, il faut qu'il le termine jusqu'au bout. Ok, merci Madame Leila pour les éclaircissements, c'est très clair, précis et carré. Encore une question d'une collègue, je pense, tunisienne. Est-ce qu'on peut faire une séance de kinésithérapie sans utiliser l'aspirateur? Écoutez, l'aspirateur, moi je l'utilise vraiment en cas de force majeure. Je n'utilise pas l'aspirateur tout le temps. Si je peux sortir les sécrétions, si je peux faire tousser le malade et qu'il puisse sortir ses sécrétions sans l'agresser, je le fais. Ok, super. Mais en général, sur 10 malades, 9, je les fais sans aspirateur et 1, je les fais avec aspirateur. Merci. Claire, aussi je pense les gens qui travaillent dans les services de réanimation, ils utilisent plus l'aspirateur parce que des sujets comateux, inconscients, etc. Alors, dans la réanimation, les nourrissons, ils sont hospitalisés pour bronchoalvéolite en réanimation. On ne leur fait pas de kiné respiratoire. On leur fait juste un lavage du nez. On dégage juste les voies aériennes supérieures. C'est des malades qui ont des poumons très inflammés et il ne faut pas faire de kiné respiratoire. Et d'ailleurs, l'étude bronchino qui s'est passée en France et qui a fait 5000 enfants, tous ces nourrissons étaient hospitalisés en réanimation. Or, en réanimation, on ne fait pas de kiné respiratoire parce qu'ils ont dit que les malades avec kiné ou sans kiné évoluaient de la même manière. Or, les malades en réanimation, nous, on ne les touche pas. Merci. On les touche pas. On fait des aspirations toutes les 2 heures pour que le nourrisson puisse respirer par son nez. Oui. Voilà, merci madame. 5e question. C'est encore une collègue, je pense, en Tunisie ou en Algérie, qui pose la question. Elle travaille dans un service de pédiatrie et elle travaille beaucoup avec les enfants avec la mucoviscidose. Elle dit que ces enfants, la plupart du temps, ils présentent des signes de lutte et elle est obligée de faire des pauses lors de la séance, etc. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner? Oui, alors les enfants qui ont la mucoviscidose, il faut les prendre tous les jours. Il faut les prendre tous les jours. En général, il y a tout un programme pour ces enfants. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout dans la même catégorie. C'est pratiquement une réhabilitation respiratoire plus une kinésithérapie respiratoire de désencombrement. Donc ces enfants, il faut leur apprendre à tousser, à cracher. Les sécrétions sont épaisses. On ne peut pas les faire sortir au cabinet ni à l'hôpital, les sécrétions. Il ne faut surtout pas aller les chercher avec un aspirateur. C'est des sécrétions qui sont très épaisses. Et chez ces patients-là, ce n'est pas l'accélération du flux expiratoire qui marche. C'est le drainage autogène. Le drainage autogène marche très bien chez ces enfants. Pas le drainage postural, le drainage autogène. C'est des enfants qui doivent faire un programme, qui doivent faire le trampoline, qui doivent faire le tapis roulant, un peu la bicyclette, souffler dans un flûteur, souffler dans un flûteur, souffler dans la bouteille, souffler l'air chaud
Et quand ils ont fait tout ce circuit, ils arrivent sur le kiné qui va faire une petite séance de kiné respiratoire parce que en faisant tous ces exercices, ils ont bougé leurs poumons, les sécrétions épaisses ont bougé de place et en faisant un drainage autogène, ils arrivent à tousser chez eux. Quand ils rentrent chez eux, ils toussent et d'ailleurs ils nous ramènent les sécrétions le lendemain, c'est des paquets de sécrétions. Merci. J'espère que j'ai répondu à sa question. Merci. En tous les cas, si elle a beaucoup de mucoviscidose, il faut qu'elle fasse le cours de drainage autogène. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur le drainage autogène, les grandes lignes? Alors, le drainage autogène, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des volumes résiduels et du volume pulmonaire. Dans le drainage autogène, on travaille au niveau du pulmonaire. D'abord, on écoute bien au stéthoscope, on localise les sécrétions et on va aller les chercher. On va aller les chercher en soufflant de l'air chaud à glotte ouverte, de l'air chaud, et on va aller petit à petit, on va descendre doucement par escalier. Et si le malade n'arrive pas à expirer jusqu'au bout, on va lui permettre de faire une petite inspiration et de descendre avec lui doucement en expiration jusqu'à arriver à l'endroit où il y a l'encombrement bronchique. Et on va faire une pause respiratoire. Ce qu'on appelle une pause respiratoire, ce n'est pas un arrêt respiratoire, ce n'est pas un blocage de la respiration. Il va ouvrir la bouche et l'air va continuer à pénétrer. Et c'est là où réside la difficulté du drainage autogène. C'est dans la descente et dans la pause respiratoire. Et il va faire une pause respiratoire. Et quand il fera une pause respiratoire, on va lever la pression. Et il va faire une grande inspiration. Et cet air qui va rentrer, il va entourer la sécrétion et la ramener lors de l'expiration suivante. Super. Enfin, c'est... Oui, oui. Non, c'est clair. C'est bien schématisé, c'est bien configuré. Donc voilà, c'est toutes les questions que j'ai. Est-ce que vous allez ajouter quelque chose? Je vais leur parler un petit peu de l'accélération du flux expiratoire pour clarifier l'accélération du flux expiratoire, parce que la plupart... Alors, l'accélération du flux expiratoire, c'est une technique où on augmente le flux expiratoire. C'est un préambule au drainage autogène. Ceux qui veulent faire du drainage autogène doivent être excellents dans l'accélération du flux expiratoire. Parce que déjà l'accélération du flux expiratoire va leur permettre de connaître un petit peu tout ce qui est pulmonaire, tout ce qui est sécrétion, tout ce qui concerne le patient. Alors, l'accélération du flux expiratoire, on va travailler avec nos deux mains. Une main thoracique et une main abdominale. La main thoracique, elle va faire corps avec le thorax. Elle va faire corps avec le thorax. Elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça. Elle est comme ça. Elle épouse le thorax. La main abdominale, elle ne sert que de contre-appui. La main thoracique accompagne l'expiration doucement, sans que le malade ait mal, sans le comprimer. Elle accompagne d'ailleurs au moment où il accélère, la main, elle va venir avec le thorax. Et à la fin, quand il n'expire plus, on va l'amener en expiration un peu plus profonde. On relâche, on le laisse inspirer et on refait. Jusqu'à ce qu'on entende les sécrétions qui deviennent plus audibles. Oui. Et là, on provoque la toux. Oui. On provoque la toux, comment faire pour provoquer la toux? Alors, on ne provoque la toux que lorsque les sécrétions deviennent très audibles à l'oreille, pas au stéthoscope.
La kiné respiratoire n'est pas le fait de provoquer la toux. La kiné respiratoire, c'est d'amener les sécrétions vers la trachée. Même si vous ne le faites pas tousser, il va tousser tout seul. Parce que ça va le déranger. Quand vous provoquez la toux, vous avez la fourchette sternale. Ici. Vous allez mettre votre doigt et vous allez entrer au fond jusqu'à ce que vous touchiez la trachée. Et quand vous arrivez à la trachée, vous faites pas une pression. C'est comme si vous jouez à la corde de la guitare. Oui. Hein? C'est comme si vous alliez tirer sur une corde de guitare. Faites ça rapide, en fraction de seconde. Et le malade, il ne doit pas faire s'il fait ça veut dire qu'il va vomir. Oui. Et quand il vomit, ce n'est pas des sécrétions qui viennent du poumon. C'est peut-être des sécrétions qui viennent des glutes. Ou là, c'est des sécrétions de l'estomac, parce que l'estomac aussi, il y a du mucus dans l'estomac. Et d'ailleurs, tout un chacun, tout le monde a un jour a vomi tout ce qui se trouvait dans l'estomac. Et quand il a fini, ce qui venait, c'est des glaires. Et c'est des glaires qui venaient de l'estomac, qui ne venaient pas du poumon. Donc, si votre patient fait ça veut dire qu'il vomit, et que vous n'êtes pas, vous ne faites pas du bon travail. Ce qui vient du poumon est toussé. Il faut que le malade tousse. Il faut qu'il tousse. Et ça vient du poumon. S'il vomit, ça vient de l'estomac. Donc, il ne faut pas se réjouir. La position, une question par rapport à la position du bébé. La position du bébé durant le respiratoire. La position du bébé, on le met en position légèrement semi-assis à 45 degrés surélevé. Pourquoi on met la tête surélevée? Pour éviter, en cas de, si le malade a vomi, qu'il n'inhale pas son vomi. Parce que s'il inhale son vomi, c'est encore plus grave que s'il a quelques sécrétions dans ses poumons. La position, c'est surélevé à peu près entre 30 et 45 degrés. Il y a d'autres questions? Madame Leïla, on vous entend pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a encore une question par rapport. Quand est-ce qu'on peut utiliser le nébulisateur en tant que kinésithérapeute? Alors, le nébulisateur, vous l'utilisez pour édifier un petit peu la sphère ORL. On nébulise, si les sécrétions sont épaisses, on nébulise avec du sérum physiologique. Ne vous amusez jamais à nébuliser avec de la ventouse. Madame Leïla, les gens écrivent en bas que le sang, ça coupe chez vous. Est-ce que vous faites la fibre ou la capsule? Problème. Donc on parlait de nébulisation et on a dit que ça permet un petit peu d'aider le foie supérieur. Oui, c'est tout. Moi, je ne me mets pas en danger. Je me mets pas en danger, je ne mets pas mon malade en danger. Parce que il se pourrait qu'il soit parti chez un médecin pour la première fois, il ne connaît pas son histoire ni sa maladie. Et moi, il arrive chez moi, je nébulise avec de la ventoline alors qu'il est cardiaque. Il me fait un malaise et je suis cuite. Sachez que quand vous avez un problème grave dans votre cabinet, tout le monde est au courant et votre cabinet, il est banni. Donc, évitez les problèmes pour vos cabinets, évitez d'avoir des choses qui vont vous mettre au mal par rapport à la population qui habite dans le quartier ou à la population qui vient se faire traiter. Très bien. Il y a quelqu'un aussi qui complète la partie nébulisation qui demande est-ce que le sérum, juste nébulisation par sérum salé, est-ce que c'est suffisant et efficace? Est-ce que le sérum physiologique est suffisant? Oui, pour nébulisation. Oui, c'est ce qu'il faut mettre, hein, c'est sans aucun danger. Moi, d'ailleurs, ils le nébulisent même chez les mucoviscidoses.
Et ils ont, chez les mucoviscidoses, ils doivent donner une teneur plus grande que le sérum normal. Donc, ils ont un sérum particulier qui nébulise. Et d'ailleurs, le malade apprend à se nébuliser tout seul. Et même les parents peuvent nébuliser si l'enfant n'arrive pas à tousser, qu'il a des sécrétions épaisses que la maman dit et elle prend un nébulisateur et elle le nébulise. Sachez que la ventoline pour la nébuliser, il y a tout un protocole pour le faire. Quand le malade est très mal, c'est une fois toutes les 20 minutes, pendant 2 heures, et après il passe à une demi-heure, etc. Donc c'est un protocole de soins qui est très codifié. On ne peut pas venir nébuliser le malade avec de la ventoline dans le cadre. Oui. Merci Madame Leïla. Est-ce qu'il y a des critères, de choix, de techniques, par exemple, comment choisir et décider cliniquement de faire soit l'accélération du flux expiratoire, soit de faire le drainage autogène, par exemple. Choisir entre les deux techniques. Quels sont les critères de choix? Alors, moi je dis toujours qu'il faut faire la technique dans laquelle on se sent le plus à l'aise. On sait faire l'accélération du flux expiratoire et on va améliorer l'état de santé de l'enfant. On fait l'accélération du flux expiratoire. C'est pas parce que cette technique est nouvelle et qu'elle est à la mode que je vais la faire. Non, je fais la technique que je sais le mieux faire, celle où je suis le plus à l'aise. Il y a l'accélération du flux expiratoire et le drainage autogène qui sont les deux techniques qui ont donné le plus de résultats. Et il y a aussi d'autres techniques. Il y a le drainage postural, il y a le clapping, il y a les vibrations. Tout ça, c'est bien. Mais on peut les utiliser en association avec la technique. Par exemple, on peut faire le drainage autogène dans différentes positions qui correspondent au drainage postural. On peut faire l'accélération du flux expiratoire et quand on sent que les sécrétions sont arrivées au niveau de la trachée, qu'on n'arrive pas à les faire sortir parce qu'elles sont épaisses, on peut faire des vibrations pour que les sécrétions soient émulsionnées, soient plus petites, fractionnées. Donc, je pense que celui qui va se spécialiser en kiné respiratoire doit connaître toutes les techniques et savoir à quel moment. C'est comme si on avait un cartable de matériel et on sort le matériel nécessaire pour chaque chose. On est arrivé, on a fait l'accélération du flux expiratoire. Le malade a des grosses sécrétions. Eh bien, je vais sortir de mon cartable les vibrations. Je vais vibrer pour émulsionner les sécrétions pour que ça sorte plus facilement. J'ai un malade qui a beaucoup de sécrétions et des sécrétions basses. Eh bien, je vais le mettre en position de déclive pour faire l'accélération du flux expiratoire ou le drainage autogène pour que les sécrétions puissent venir plus facilement vers la trachée, etc. Donc, le kinésithérapeute, comme dans tous les domaines, il doit avoir son cartable à outils. Son cartable à outils, c'est tout ce qu'il a appris, toutes les formations qu'il a apprises, toutes les techniques qu'il a faites, tout ce qui est dans son bagage intellectuel qui doit sortir devant un malade. Parce que les malades ne sont pas tous pareils. Chaque malade est un cas particulier. Et on n'a pas une recette pour faire un flan, on a le lait, le machin. Non, chaque malade est un cas particulier. Oui. Il me plaît beaucoup l'exemple. Voilà, très expressif. Oui, chaque patient est un cas particulier. Et d'ailleurs, avec la thérapie manuelle, on apprend les organes. Et le poumon est un organe qui bouge, qui se comprime, qui se remplit. Et en connaissant l'anatomie et les mouvements de ce poumon, on peut aller avec lui dans son expiration, dans son inspiration. Un malade qui n'arrive pas à expirer, on va respecter son expiration, on va l'amener juste un tout petit peu, de façon à ne pas le fatiguer, à ne pas
Chaque patient est un cas particulier. Et plus on apprend, et plus on fait mieux. Merci, madame. Donc, madame, si je vous demande de donner, par exemple, quelques messages pour résumer tout cela autour de la kinésithérapie respiratoire pédiatrique, quelques images, quelques plutôt points clés pour résumer aux kinésithérapeutes qu'est-ce qu'il faut mettre en tête. Alors, ce que je voulais dire, ce que on n'a pas dit, c'est le lavage du nez. Le lavage du nez est très important. Ça s'appelle la DRP. C'est une technique qui fait partie de la kiné respiratoire. Donc, quand un patient arrive, la première des choses, quand on a fait son examen, quand on a fait son plan de traitement, son bilan et tout, on va lui laver d'abord le nez. Parce qu'un nourrisson, c'est une nourrisson, s'il a le nez bouché, il ne va pas manger. Parce que si on lui donne le biberon, il ne peut pas respirer par le nez. Donc il va privilégier sa respiration au manger. C'est vital pour lui la respiration, c'est plus vital que le repas. Donc vous mettez votre malade, vous lui lavez le nez. Le lavage du nez, peut-être qu'on aura un autre jour et je vous passerai une petite vidéo pour l'apprendre. Pour le faire bien, parce que je sais que tout le monde sait le faire, mais il y a une technique pour le faire très bien. C'est pour les adultes, c'est des grosses seringues pleines de sérum physiologique, une bonne quantité, et vous mettez le malade sur le côté, vous rentrez comme ça, puis perpendiculaire, parce que les fosses nasales sont à ce niveau-là, vous rentrez et vous pchitez et videz toute la seringue jusqu'à ce que ça sorte par jet de l'autre côté. Pour le nourrisson, c'est les petites seringues, pas les seringues d'insuline, c'est les seringues moyennes. Des fois, on a besoin de 2 seringues pour laver. Et vous faites la même technique. J'ai des petites vidéos, on le passera un autre jour peut-être quand on pourra le faire. Oui. Donc le lavage du nez, la technique que c'est faire le kiné. Et il faut mesurer pour faire n'importe quoi, pour faire quelle que soit la séance de kiné. Il faut toujours avoir une mesure entre ce qu'on va gagner et ce qu'on va perdre. Est-ce que ce que je vais apporter au malade est mieux que ce que je vais perdre? Est plus grand que ce que je vais perdre, par exemple la fatigue là-dedans? Ou là, est-ce que je vais perdre sera grand et donc pas besoin de faire ma séance? C'est très important. C'est de calculer le pour et le contre, la valeur ajoutée et la valeur retranchée. Et si je sais qu'il ne faut pas penser à ma caisse, je ne vais pas faire ce malade, ça va me manquer, je ne vais pas avoir d'argent. Non, il faut penser aux malades. On est tous là pour les malades. Donc, vous pensez aux malades. Si le malade, je vais lui rendre service, il va aller mieux. Il sera mieux. Je vais lui faire la séance. Mais si je vois que ça ne va rien lui apporter, je ne le prends pas. Ok. Alors, voilà le message que je passe aux kinés qui veulent faire de la kiné respiratoire. Alors, donc la kiné respiratoire, elle s'adresse à toutes les pathologies qui donnent des encombrements bronchiques. Donc, toutes les pathologies qui donnent des encombrements bronchiques, la kiné respiratoire est une indication. Et il y a beaucoup de maladies qui donnent de l'encombrement bronchique. Et si on est bon et si on fait bien notre travail, ben on aura tous des patients et on aura tous de l'argent dans nos caisses. Voilà le message que je voulais passer. Merci beaucoup, Madame Leïla, pour ce live très enrichissant. Je pense qu'il faut une deuxième partie. Je sais que vous avez plein de choses à dire là-dessus. On peut prendre des heures et des heures pour creuser et prendre de votre expérience très riche en la matière. Et on vous remercie au nom de l'association de l'AMTM. Je vous remercie. Il n'y a plus de questions. Bah, il n'y a que des signes, voilà, comme ça, bravo, merci, des éloges. Voilà. Des remerciements. Et au nom de l'association,
de cette veillée. Hassan et Younes, on vous remercie pour le live. On remercie tous les participants pour le live. Et on donne rendez-vous demain avec encore une surprise, avec un sujet qui va très intéressant, qui va être communiqué par C. Hassan Beda. Un dernier mot, madame, si vous voulez dire. Un dernier mot que je voulais dire que Sama, vous faites honneur, tous les trois, vous faites honneur à la kinésithérapie. Ça fait longtemps que je voulais voir ça. J'ai essayé de le faire, mais je suis fier de pouvoir faire des lives avec vous, et je suis surtout fier de vous parce que ce que vous avez fait est une révolution. Que vous avez fait ne se fait dans aucun autre pays. Vous donnez tout votre savoir gratuitement pendant le confinement, et ça c'est extraordinaire. Moi je vous remercie pour ça et je suis fier de vous. Au moins je me dis que les kinés vont apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup. C'est un témoignage très touchant qui fait chaud au cœur. Et c'est justement ces témoignages, ces encouragements qui nous donnent envie de donner plus et d'aller de l'avant pour faire avancer notre métier. Merci beaucoup. Et on vous donne rendez-vous demain à 21h. Merci Madame Leila. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.